Bonjour chers étudiants, bonjour et soyez les bienvenus dans la dernière séance de notre cours Transformation digitale. Dans cette séance, nous allons étudier le nouveau rôle que vous pouvez imaginer pour l'éthique dans la transformation digitale. Comme d'habitude, les objectifs pédagogiques sont mon contrat avec vous. Je m'engage à vous transmettre le savoir concernant l'éthique et le rôle de l'éthique et les références pour la bonne conduite, pour la bonne gestion lorsque vous procédez à la transformation digitale, lorsque vous gérez les technologies digitales dans votre métier dans l'avenir. Ce cours, dans un certain sens, c'est pour éviter que certains d'entre vous allez en prison, pas parce que vous êtes mauvais, pas parce que vous n'êtes pas honnête, c'est tout simplement parce que les technologies digitales sont très novatrices, on ne connaît pas forcément les bons comportements qui vont avec ces technologies-là. C'est pour cela qu'avoir une vision éthique est indispensable pour les futurs managers que vous êtes. Comme d'habitude, chaque séance est divisée en 5 chapitres. Les 3 premiers chapitres sont largement théoriques et qui vous donnent les fondements théoriques et conceptuels pour comprendre la matière. Aujourd'hui, c'est l'éthique dans la transformation digitale. Et ensuite, nous avons l'auto-évaluation qui vous prépare pour l'atelier à la fin. L'auto-évaluation nous dit si nous sommes prêts pour procéder à la préparation du projet sérieux ou pas. Est-ce que nous avons, en d'autres termes, les concepts et les théories nécessaires pour aborder cette partie de notre projet collectif? Commençons par introduction aux défis de l'IA, de l'intelligence artificielle. En d'autres termes, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce chapitre en particulier? L'intelligence artificielle a bouleversé non seulement l'économie, mais également la société. À mon sens, ça vous l'avez compris jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'avantages. L'intelligence artificielle a amélioré notre existence aussi bien économique que politique. Cela étant dit, il y a également des défis dont nos principes éthiques et réglementaires ne suffisent plus pour avoir à la fois les avantages de l'intelligence artificielle et en même temps la bonne conduite pour éviter la malfaisance. Mais quelle est votre attitude? Répondez très franchement à ces quelques questions-là. D'accord, pour voir si vous êtes plutôt sceptique ou vous êtes plutôt convaincu. Donc, vous voyez, il n'y a rien de probant pour la note finale. C'est tout simplement, c'est un test pour savoir avec quelle attitude je commencerai à travailler dans l'intelligence artificielle. De plus en plus, on n'y échappe pas. Je vous laisse regarder, je vous laisse lire et répondre sincèrement. Merci bien de prendre note de vos réponses parce que à la fin, je vous donnerai le score pour avoir une idée de votre état d'âme à l'égard de l'intelligence artificielle. Je passe
au tableau suivant, qui est la suite de ce test. Je continue. OK. Regardez maintenant votre score. Vous avez dit d'accord ou pas d'accord aux questions de ce test. Si surtout vous avez dit d'accord pour les questions 1, 3, 4, 6, 7, 9 des 10, si plutôt pour ces questions-là vous êtes d'accord, vous êtes convaincu de l'intelligence artificielle, ses avantages pour la société et pour l'économie. Je ne vous cache pas que je suis moi-même dans cette catégorie-là, mais cela ne veut rien dire. Si par contre, vous êtes plutôt pas d'accord pour les questions 2, 5, 8, si vous êtes pour ces questions-là 2 fois au moins en désaccord, c'est que vous êtes sceptique. C'est tout simplement vous connaître avant d'entamer ce cours. Quelle est la question de ce cours? Pourquoi nous étudions ce cours en particulier? Parce que regardez, comme vous voyez ici sur ce slide, l'intelligence artificielle se développe. Elle est partout. C'est une technologie qui a commencé dans les laboratoires et aujourd'hui, elle est partout. Et je vais vous dire, on n'a encore rien vu. Parce que l'intelligence artificielle sera plus intelligente. ChatGPT et maintenant ChatGPT 3, 4, 5. Imaginez lorsque ChatGPT sera ChatGPT 10 et lorsque les autres concurrents arrivent. L'arrivée de la concurrence de Samsung contre la mainmise du téléphone smartphone Apple, iPhone, que j'adore, était une bonne chose parce que ça améliorait le niveau de la technologie et des avantages. C'est pour ça que j'aime bien l'économie de marché. La concurrence est une bonne chose pour la société et pour le consommateur. Et maintenant, plus les intelligences artificielles conçues par les différents concurrents arrivent sur le marché, plus on peut attendre à des merveilles. Mais une question se pose. OK, pour les avantages, on est bien d'accord. Mais comme tout avantage, vous voyez, même le mariage par amour, après on va, selon les convictions, on va à l'église, on va à la mosquée, on va à la synagogue, et certainement à la mairie également. Ou bien on peut faire les deux. Très bien. C'est-à-dire que même pour quelque chose qu'on considère comme avantageux, comme bon, on préfère d'avoir une réglementation, on préfère avoir une conduite de référence, une référence de conduite. Bon. Et qu'est-ce qui va maintenant gérer? Qu'est-ce qui va protéger? Qu'est-ce qui va prévenir? Qu'est-ce qui va éviter les méfaits de l'intelligence artificielle? Encore une fois, pas parce que l'intelligence artificielle est mauvaise, mais comme toute chose, l'implication, l'adoption, l'adaptation pourrait avoir des méfaits. Est-ce que c'est la loi, réglementation, mesures et règles de l'État? Ou est-ce que c'est les technologies mêmes? Vous avez eu ordinateur, vous avez eu virus, vous avez eu antivirus. C'est-à-dire, c'est la technologie même, c'est la société civile, économique, entrepreneuriale qui donne des solutions.
Donc, dans ce cas-là, chef d'entreprise et cadre responsable pour gérer à l'intérieur de leur entreprise la bonne conduite. Société civile et solutions populaires. Il y en a beaucoup. Vous avez des communautés, des cybercommunautés qui se mettent d'accord pour certaines règles. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est au niveau macro, État, méso, sectoriel, mais il y a un niveau micro également, individuel. D'accord? Je vais vous dire pourquoi l'éthique est importante. L'éthique relève d'une responsabilité, d'une morale individuelle. Et c'est très, très important. Pourquoi? Parce que souvent, on n'aime pas assumer sa responsabilité et on dit, il n'y a pas de loi. On dit, on m'a rien dit dans l'entreprise. Ok, je veux bien. Mais la responsabilité éthique reste toujours là. Chers étudiants, cette question est extrêmement importante pour vous parce que vous risquez demain, comme je le souhaite, en tant que cadre de très haut rang ou responsable d'entreprise, directeur, vous risquez une calomnie, vous risquez une prison, vous risquez le scepticisme de la société, pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que l'intelligence artificielle, avec toutes ses implications, vous ne les connaissez pas. Et donc vous faites quelque chose que la société, que les employés, que les clients, que votre écosystème n'attendent pas. Et dans ce cas-là, vous serez visé. Donc c'est pour cela que c'est très important d'avoir une réflexion éthique au niveau personnel également. Très bien. Si vous n'êtes pas encore persuadé de ces méfaits éventuels, qui ne sont pas forcément mauvais, malsains, je ne suis absolument pas complotiste et j'adore la technologie digitale et l'intelligence artificielle. Mais vous savez que, par exemple, votre smartphone Android est surveillé par Google tout le temps, même lorsque votre téléphone est en veille. Est-ce que c'est forcément mauvais, maléfique, Big Brother? Je ne le pense pas, mais ça pourrait l'être. Et vous pouvez être appelé à expliquer ce fait d'une manière d'une autre. Donc il faut en être conscient. Ou bien regardez par exemple la reconnaissance faciale. Moi j'adore, ça me facilite la vie. Vous savez, souvent, pour vous donner juste un exemple, j'oublie, je ne m'en souviendrai toujours pas les mots de passe, et un mot de passe ne fonctionne pas ici parce qu'on vous demande 2 chiffres de plus et des caractères spéciaux, etc. Et donc, c'est difficile. Et donc, avec la reconnaissance faciale, c'est plus sûr parce que personne n'aura les caractères de votre visage et vous n'avez rien à apprendre par cœur. Donc, c'est une amélioration de l'expérience d'une manière générale, l'expérience d'utiliser les technologies digitales en tant que client, entre autres. Mais il y a également des risques qui pourraient exister. Par exemple, il y a une surveillance omniprésente. Quelque part, vos données biométriques sont stockées. Alors je ne sais pas, mais les données biométriques existent. Je ne sais pas l'utilisation que l'intelligence artificielle très intelligente pourrait en faire. Est-ce que l'intelligence artificielle peut dire, avec les données biométriques de M. Assedi, je ne vous le conseille pas en tant que professeur? Là, j'avoue que j'étais un petit peu complotiste, un petit peu soupçonneux, mais c'était pour vous faire
comprendre que ça pourrait aller très loin. Est-ce qu'avec ces données biométriques, on peut juger la complémentarité d'un candidat avec un poste à pourvoir? Biais et discrimination, ça relève de cela. Donc, vous voyez, ça existe. Comment faut-il donc penser la reconnaissance faciale? Quelles sont nos références? Quelles sont nos lois? Quelles sont notre éthique? Ce qui est très important, comprenez cela. Ce slide que vous allez voir est extrêmement important pour le cours, bien évidemment, mais également pour votre vie privée. Après tout, lorsqu'on dit le Big Brother, lorsqu'on dit Google surveille même les smartphones en veille, lorsqu'on dit que je ne veux pas que mes données soient stockées, tout cela, quelle est l'essence de cela? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on craint? Eh bien, on craint l'atteinte à votre intimité. Pour résumer tout cela, on dit parfois que, attention, l'intelligence artificielle, les technologies digitales peuvent être dangereuses. C'est pourquoi? C'est parce qu'elles peuvent entrer dans votre intimité sans que vous en apercevez. Vous voyez, si quelqu'un, par exemple, vous êtes entre amis, ont une intimité grande, si quelqu'un entre dans votre intimité, vous dites, monsieur, madame, vous n'êtes pas les bienvenus ici, sortez de chez moi, sinon j'appelle la police. Mais lorsque l'intelligence artificielle entre dans votre intimité, vous vous apercevez même pas. Donc, ce qu'on pourrait critiquer, ce qu'on dit, ce qu'on parfois exagère, comme le Big Brother, c'est cette intervention de l'intelligence artificielle, de la technologie digitale dans la vie privée. Mais qu'est-ce que la vie privée? Eh bien voilà, ce slide est cela. On dit la vie privée, votre intimité. Tout d'abord, pas en importance. Je vais commencer par cela parce que les auteurs avaient commencé avec ça. J'aurais pu commencer autrement. Donc moi, je ne donne pas un ordre d'importance. Par contre, parfois, lorsque j'ai le temps, et je n'ai pas le temps, je demande à mes étudiants, je prépare un tableau, et je demande à mes étudiants quelle intimité pour vous est la plus importante. Vous allez voir, il y en a 7. Tout d'abord, c'est votre corps. La nudité est extrêmement intime et extrêmement personnelle. Vos comportements, ça peut être l'affection que vous montrez à quelqu'un, ça peut être la sexualité et ça peut être d'autres habitudes que vous considérez. C'est dans les deux sens. Certains comportements, vous les gardez, vous les réservez pour votre intimité. Il serait choquant pour certains si vous les déclarez en public. Par exemple, la sexualité normale, naturelle, mais la sexualité est intime, eh bien, elle pourrait choquer si elle n'est pas intime et la sexualité est manifestée en public. Moi, je suis un homme libéral. Je ne serais pas choqué, si vous voulez, si elle n'est pas perturbante pour la vie publique. Après tout, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que m'intéresser à cela. Mais je veux dire, c'est dans les deux sens. L'intimité est intimité et elle doit rester l'intimité, pas parce que nous avons un jugement moral à cet égard, c'est parce que ça peut être perturbant pour la vie publique. En tout cas, voilà. Une autre intimité, c'est vos communications. Vous avez dit quelque chose et vous voulez que ça reste entre vous, les amis. C'est pour ça que parfois, c'est très mauvais
c'est très inamical de sortir des propos que vous avez tenus et les répéter en dehors de son contexte initial. C'est pour ça que vous considérez que vos communications, surtout vos communications intimes, relèvent de votre intimité, de votre vie privée. Quatrièmement, image portrait. Vous êtes à la plage, vous êtes à la montagne, vous êtes ici, vous êtes là, donc vous ne voulez pas qu'on vous prenne en photo et les rendre publiques, vos photos. C'est parce qu'il y a des choses que vous voulez garder pour vous-même. Il y a des tas d'exemples que je peux vous donner pour cela, qui a provoqué plusieurs antagonismes dans la société. C'est par exemple, je m'en souviens très courtement, j'avais une amie, pas autre chose, qui avait un copain, qui avait un amant, qui allait se marier. Ça relève lorsque j'étais thésard. Et donc, elle était dans une soirée, elle prend photo, c'était en été, avec ses amis, et elle allait à la piscine après, donc elle était en maillot de bain. Donc quelqu'un avait pris la photo et la rend publique, mais vous voyez, à l'époque, ce n'était pas comme cela. Mais on l'a montré. Et son copain a rompu en disant que tu m'as trahi, mais alors que moi je connaissais très bien cette copine. Et donc c'était tout simplement, elle était dans cette soirée et elle allait aller à la piscine. Et donc à la piscine, vous n'allez pas à la piscine en robe. Donc c'était normal que cette fille aurait souhaité que ne me prenez pas en image, parce que après je ne suis pas là où mon image est transportée pour expliquer. Pensée, sentiment et état mental. Ah, ça c'est un grand débat dans l'intelligence artificielle. Le jour où l'intelligence artificielle commence à lire vos sentiments, votre pensée, ça serait une grande rupture dans la société. Je m'en souviens d'un film dans Black Mirror que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup les premières séries. Ça commence maintenant à être un petit peu redondant. Ça montrait la vie d'un couple. Et à l'époque de ce film, un logiciel était inventé et qui pouvait enregistrer les souvenirs, les mémoires de tout individu. Et le garçon demandait à la fille, j'aimerais bien voir à qui tu penses. Est-ce que tu es fidèle dans l'état, physiquement tu es fidèle à moi, j'en suis certain, mais est-ce que dans tes pensées tu es fidèle à moi? J'aimerais savoir à quoi tu penses. Donc vous voyez, ça c'est également un grand débat. Ça m'a intrigué beaucoup, ce film que j'ai beaucoup aimé. Imaginez que quelqu'un vous demande, maintenant votre partenaire, votre directeur, votre patron, vos enfants, en disant que moi j'aimerais savoir à quoi tu penses à ce moment-là. Localisation, espace, lieu fréquenté. Ça, c'est également intime. Donc, parfois, vous ne voulez pas savoir que votre entourage sait où vous êtes. Parce que, pour différentes choses. Sachez que l'intelligence artificielle sait à tout moment où vous êtes. Appartenance à un groupe, à une religion, à une région également, tout ça, ça relève de votre intimité. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que lorsqu'on craint l'intelligence artificielle comme Big Brother, c'est parce qu'on pense que l'intelligence artificielle peut facilement entrer dans votre intimité, dans ces 7 aspects, et révéler votre intimité. Donc, il y a plusieurs articles et livres écrits et distribués largement
sur l'atteinte à la vie privée par ces algorithmes extrêmement sophistiqués. Un de ces livres, parmi les plus connus, est celui de Cathy O'Neil, en anglais, Weapons of Math Destruction, et puis qui est traduit en français, Algorithme, la bombe à retardement. Dans ce livre, Cathy, attendez, ça serait mieux qu'elle explique elle-même l'essentiel de son livre à vous. Cathy, would you be so kind to explain your book very briefly to my students? No, in French, please. Thank you. Le voilà. Salut les gars, c'est Cathy O'Neil, une ancienne banquière de Wall Street. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Algorithme, bombe à retardement. Dans ce bouquin, je dégomme l'utilisation de ces petits programmes d'informatique qui, sous couvert de booster les performances, finissent souvent par avantager les riches aux dépens des plus démunis. Voilà, donc vous avez compris ce qu'il a écrit, ce qu'elle a écrit à ce propos. Oui, mais voyez, parfois les défis éthiques de l'intelligence artificielle vont beaucoup plus loin que la question de l'atteinte à la vie privée. Par le fait de vivre quotidiennement et tout le temps avec l'intelligence artificielle, même si vous avez bien volontiers accepté son intégration dans votre vie privée, il se trouve que parfois vous êtes confronté à un problème auquel vous n'êtes pas habitué avec les logiciels conventionnels de l'éthique et de la pensée. Je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre vous-même. C'est l'histoire d'un certain monsieur Martin, ou peut-être je préfère demander à quelqu'un qui était le témoin oculaire de cette histoire. Je lui demande de vous raconter ça. Écoutez bien. Un dilemme, Monsieur Martin ou pas? Le soleil couchant caressait les toits de la ville lorsque Monsieur Martin, 70 ans, s'engagea sur la voie à sens unique. Son regard bienveillant trahissait une certaine inquiétude. Sa femme, hospitalisée depuis quelques jours, lui manquait cruellement. Heureusement, la voiture autonome le conduirait à l'hôpital en toute sécurité, lui permettant de la retrouver rapidement. Soudain, une musique assourdissante et des éclats de rire fusèrent d'une ruelle adjacente. Une voiture, conduite par 5 jeunes adultes enivrés par l'euphorie d'une fête, déboucha à vive allure, en sens interdit. La collision était imminente. Le cœur de Monsieur Martin se serra dans sa poitrine. Le choc inévitable le confrontait à un dilemme insoutenable. La voiture autonome devait-elle percuter la voiture des jeunes, risquant de tuer des vies innocentes, ou se déporter violemment et mettre en danger la vie de Monsieur Martin? Dans un silence pesant, l'IA de la voiture analysa la situation à la vitesse de l'éclair. Des vies étaient en jeu, et chaque milliseconde comptait. La décision qu'elle allait prendre allait sceller le destin de plusieurs personnes, la vie de Monsieur Martin ou celle des 5 jeunes. Alors que le destin se jouait en quelques secondes, Monsieur Martin ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Sa vie, et celle des 5 jeunes, pendaient au bout du fil, à la merci d'une décision que seule l'IA pouvait prendre. Le suspense est à son comble à cet instant fatidique juste avant l'impact. Que va-t-il se passer? La suite de cette histoire n'est pas encore écrite. C'est à vous, chers étudiants, réfléchir aux implications d'éthique de l'IA, à débattre les défis et les opportunités de cette technologie révolutionnaire et à proposer éventuellement des solutions pour un avenir où l'IA coexiste harmonieusement avec l'humanité. Donc vous voyez bien, le problème qui surgit dans cette histoire n'est pas l'atteinte à la vie privée par l'intelligence artificielle. Monsieur Martin vit avec l'intelligence artificielle et c'est un autre mode de vie et il se demande quoi faire. Écoutez la suite. Le dilemme de Martin
Martin, le propriétaire humain de la voiture autonome, est-il le responsable parce qu'il pourrait arrêter l'IA et prendre les commandes? Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Toujours du côté humain. La responsabilité est-elle celle des 5 jeunes adultes? Dans ce cas, l'IA est désinculpée? Non. Le responsable est-il le pouvoir public qui doit assurer la sécurité des citoyens en encadrant l'IA à travers des lois et réglementations spécifiques? Lesquelles? Le responsable est-il l'essence même de la technologie IA qui déshumanise la société? Faut-il arrêter le progrès d'IA pour éviter les dilemmes humains et sociétaux? Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Qui est le responsable lorsque l'IA est dans notre vie? Est-ce qu'elle est responsable parce qu'elle fonctionne ou parfois elle est responsable parce qu'elle ne fonctionne pas? Il faut l'arrêter, il ne faut pas l'arrêter. C'est pas évident. Nous vivons pas dans la même société dont nous avions l'habitude. Ça a complètement changé. Réfléchissez à cette histoire. Pour l'éthique, bien évidemment, il faudrait avoir des réponses, il faudrait des prises de décision, bien évidemment. Mais ce qui est important, et mon objectif dans un premier temps, cela, c'est de vous gêner dans votre conscience, dans votre esprit. Il faudrait que la question et l'importance des décisions éthiques entrent dans votre esprit. Il faudrait que vous compreniez l'importance de la bonne conduite lorsque les technologies digitales véhiculent la transformation non seulement de la société, qui est l'objet de notre module, mais également de la société. Dans le chapitre suivant et le chapitre après, nous voyons les différentes solutions, les différents cadres de référence pour réfléchir ces questions éthiques ou peut-être légales, en tout cas ces défis que nous ramène l'intelligence artificielle. Étudions maintenant les solutions ou les références ou les cadres de référence institutionnels pour la protection de la vie privée. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Mais pour mieux comprendre, regardez bien, comprenez bien la distinction entre ces deux familles de solutions. Donc, vous avez compris, il y a des défis qui sont provoqués par l'utilisation et l'intégration massive de l'intelligence artificielle, j'aurais dit fort heureusement, dans la vie économique et dans la vie sociale. Comment réfléchir, comment résoudre ces défis, comment faire face à ces défis-là. Je pense qu'on peut distinguer entre deux grandes familles de solutions, ou bien des solutions sont institutionnelles, c'est-à-dire au-delà de l'individu. Ça peut être l'État, ça peut être la culture, ça peut être l'entreprise, ça peut être le progrès technologique même. Mais une autre famille de références théoriques, de références de bonne conduite face aux défis de l'intelligence artificielle relève de la responsabilité individuelle. Quoi qu'elles soient les lois, quoi qu'elles soient les références culturelles, quoi qu'elles soient les réglementations faites par l'État, quoi qu'ils soient les progrès technologiques, quelle est la responsabilité de l'individu dans cela? Nous distinguons entre ces deux familles et dans un premier temps, nous allons voir les solutions institutionnelles. Commençons par le droit, la réglementation. La règle imposée, conçue par l'État. Donc, vous voyez, l'État définit ce qui doit être obéi dans la société. Sinon, nous ne pouvons pas vivre
ensemble. Donc, qu'est-ce que le droit? Le droit est ce qui doit être obéi sous peine de sanction si on manque à respecter, à observer ces lois. Donc, dans tous les domaines de la vie d'un individu, ces références de droit existent. Question pour vous là maintenant. En ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça doit relever de quel type de loi? Est-ce que nous devons mettre des choses dans la Constitution? Est-ce que c'est criminel lorsqu'on utilise massivement les algorithmes mathématiques et de l'intelligence artificielle pour entrer dans l'intimité des individus, des citoyens? Est-ce que c'est un problème entre deux particuliers, celui qui a utilisé l'intelligence artificielle pour s'apercevoir de ce qui se passe dans l'intimité d'un autre individu? Est-ce que c'est un droit civil entre deux citoyens? Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est, par exemple, l'entreprise qui a mis ça à la disposition? Est-ce que c'est l'entreprise qui a conçu le programme de l'intelligence artificielle? Ou est-ce que, puisque par définition, l'intelligence artificielle dépasse les frontières, est-ce que la loi doit être déjà transfrontalière? Fort heureusement, il y a déjà des lois. S'il vous plaît, retenez cet intitulé par cœur. RGPD, c'est Règlement général sur la protection des données. Donc, c'est maintenant une loi qui, surtout en Europe, est en vigueur et il faudrait respecter cela. Ça serait ennuyeux d'expliquer ça point par point. Je vous laisse lire brièvement, c'est très facile à comprendre. Ok, c'est tellement important, ces lois de référence, le CDE, qui n'est pas une instance étatique, mais qui est une organisation entre les États, se penche également là-dessus. C'est encore une institution, mais ce n'est pas une institution étatique. Donc, ce que j'aime bien dans cette organisation, c'est que dans un premier temps, elle ne met pas en cause l'intelligence artificielle, mais ces principes disent que l'intelligence artificielle, oui, c'est bon, mais il faudrait que l'intelligence artificielle ne soit pas discriminatoire. Au contraire, l'intelligence artificielle doit permettre la croissance inclusive. Donc, l'intelligence artificielle doit respecter l'état de droit, doit respecter la loi, doit respecter ce que l'humanité a inventé pour mieux vivre. Vous savez que je suis un partisan, comment dirais-je, acharné des droits de l'homme. C'est tellement important, les valeurs démocratiques, etc. Donc, le CDE demande à l'intelligence artificielle de respecter ces lois. Le CDE demande que l'intelligence artificielle soit transparente, c'est-à-dire où est-ce que vous avez trouvé ces données-là, quel est le principe de votre algorithme pour les traiter, etc. Tout doit être très clair. L'intelligence artificielle doit empêcher l'intrus non désiré. Et l'intelligence artificielle responsable donc du bon fonctionnement de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, sinon l'intelligence artificielle est défectueuse. Ce que j'aime beaucoup, moi personnellement, c'est des solutions technologiques pour éviter ou pour gérer ou pour calmer les défis de la technologie, de l'intelligence artificielle. Donc, parce que la technologie n'est pas notre ennemi.
la technologie est notre ami. C'est lorsqu'il y a des gènes, c'est parce que la technologie est utilisée par les malfaiteurs, pas parce que la technologie est par essence mauvaise, encore qu'il y a des philosophes qui pensent que la technologie est par essence mauvaise, mais ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui. Voilà, je vous laisse regarder comment la technologie peut gérer bien les défis de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il faudrait demander dans la conception de ces technologies qui sont intelligentes de respecter ces 6 principes. Je pense que c'est clair pour tout le monde. OK. Pour mieux comprendre ce cours, il faudrait penser à d'autres types de défis qui ne sont pas causés par l'intelligence artificielle, mais des défis qui sont des défis parfois odieux, mais des défis causés par les actes humains. Mais on se demande si on ne peut pas faire appel à l'intelligence artificielle pour résoudre ces défis causés par l'être humain. Donc voyez bien, là ici, je change de cap, je change de registre. On ne se demande pas comment faire face aux défis causés par l'intervention du Big Brother de l'intelligence artificielle, comme on a l'habitude de le nommer dans les médias, dans la vie privée, dans l'intimité des gens, mais la question se pose parfois, est-ce que je n'ai pas intérêt à faire appel à l'intelligence artificielle pour résoudre un problème qui est un problème tout à fait humain? Est-ce que c'est juste de faire ça ou pas? Pour mieux comprendre de quoi je parle, écoutez bien cette histoire qui est passée dans un campus. L'IA intrus et le dilemme du campus. Le vent s'engouffre dans le nouveau campus d'une institution académique dans une ville cosmopolite. Le corps estudiantin divisé en 2 communautés rivales est au bord de l'émeute après un viol dans l'enceinte de l'école. La communauté locale soupçonne la communauté en transition d'être derrière cet acte odieux. Le directeur du campus se sent dépassé. Le colonel Ang, du groupement de gendarmerie mobile, propose d'utiliser l'IA intrus, conçue pour détecter les profils de suspects probables à partir des données historiques dans les situations complexes. Adepte de la démocratie participative, le directeur consulte les étudiants pour choisir entre les 2 options que propose l'IA intrus. Option 1. Diffuser un message de calme aux étudiants pour souligner l'engagement de l'école à trouver le véritable coupable, tout en appelant à la retenue. Le risque est d'attiser la colère des proches de la victime. Option 2. Arrêter aussitôt le suspect identifié par l'analyse algorithmique de l'IA intrus sans procurer de l'évidence conventionnelle pour dissuader toute violence. Le campus frémissant au bord de la révolte, le directeur attend une prompte réponse. Que faut-il faire? Vous avez compris. Là ici, le directeur du campus, très embêté, demande si justement, faut-il pas faire appel à l'intelligence artificielle qui, en analysant une grande masse de données, peut désigner le coupable hautement probable de cet acte odieux sur le campus. Donc, non seulement pour rendre justice grâce à l'intelligence artificielle, mais également pour calmer la tension très forte qui existe sur le campus. Est-il éthique dans ce cas-là faire appel à l'intelligence artificielle? Est-ce que nous ne condamnons pas maintenant l'intelligence artificielle par son absence, alors qu'on avait l'habitude de critiquer l'intelligence artificielle par sa présence omniprésente? Donc voilà. Donc vous voyez, il y a différents aspects
de cette question à considérer. Nous changeons maintenant de registre, nous changeons de cap. Nous allons étudier d'autres solutions, cette fois au niveau individuel, pour faire face aux défis causés, maintenant vous avez compris, causés par la présence ou parfois l'absence de l'intelligence artificielle. Parce que l'absence de l'intelligence artificielle peut être également un défi et problématique. Maintenant que nous savons que l'intelligence artificielle existe et un grand potentiel de nous permettre à sortir un petit peu de notre ignorance, comme dans le cas du campus que nous venons d'étudier. Pour mieux comprendre cette responsabilité individuelle face à l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre vie, j'aimerais vous raconter l'histoire qu'une de mes anciennes étudiantes, presque mythologique, Ariane, m'a racontée. Elle a presque frôlé un grand drame lorsqu'elle a acheté sa première voiture autonome par l'intelligence artificielle. Elle était affolée, elle m'a raconté que imagine si ça pouvait arriver, cette histoire, d'une manière plus dramatique. Je lui ai demandé c'est quoi, et elle m'a dit la chose suivante. Le dilemme de la voiture IA. Vous êtes au volant d'une voiture et vous en perdez soudainement le contrôle. Sur votre route, vous risquez de tuer 5 personnes debout. Vous pouvez changer de route pour n'en tuer qu'une seule. Vous pouvez également laisser la conduite à l'IA de votre voiture autonome. Participez maintenant au quiz pour réfléchir et discuter cette situation délicate. Premier énoncé, je ne fais rien et je laisse l'IA de la voiture percuter et tuer les 5 personnes. C'est elle, pas moi. Oui ou non? Deuxième énoncé. J'éteins l'IA et conduis la voiture pour ne tuer qu'un seul individu. L'humain avec conscience, c'est moi. J'assume ma responsabilité. Alors, qui dit oui, qui dit non? Troisième énoncé. Je me suicide pour éviter de décider. Parce que l'IA ou moi, une personne ou 5 personnes, je ne veux pas voir les gens se tuer. Pareil pour cette question, répondre pas oui ou non. Quatrième énoncé est plus compliqué, je demande à l'IA de la voiture d'identifier et de décider en fonction des identités de la personne seule et celle des 5. Parce que l'identité peut dire qui mérite d'être tué. Faut-il garder les individus utiles pour d'autres individus plutôt que les individus nuisibles pour la société? La décision finale peut-elle relever de l'identité ethnique ou sociale ou sexuelle des personnes en jeu? À vous de voir, oui ou non? Cinquième et dernier énoncé pour le cas délicat du dilemme de la voiture IA. Je demande à l'IA de la voiture de consulter autant de réglementations qu'elle peut avant décider. Ethnique ou sociale ou sexuelle des personnes en jeu. Parce que j'aime les questions éthiques parce qu'elles impliquent ma responsabilité et ma conscience. Tout ça, c'est l'affaire des législateurs? Qu'est-ce que j'en sais moi? Vous avez compris. Là, ici, c'est Ariane m'a raconté que j'avais l'impression que ma personne était engagée pendant un moment, et puis après, j'imaginais que ça aurait pu être pire. Et donc, elle a inventé cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez répondu à ces 5 énoncés? C'est très important parce que ça relève de l'éthique
individuelle, personnelle, comme je préfère dire, parce que ça engage vraiment votre personne. Regardez, comprenez bien la différence qui existe entre éthique et droit. Lorsque vous voulez vous comporter bien, lorsque vous décidez d'être serein, vous êtes serein parce que vous craignez la loi, le droit, le code, ou parce que vous vous comportez bien parce que le contraire entrerait en conflit avec votre éthique personnelle. Donc voilà, à distinguer ces deux choses-là. Dans ce chapitre, nous étudions surtout l'éthique, et le droit, nous l'avons étudié un petit peu dans le chapitre précédent. Le droit dit ce qui doit être obéi sous peine de sanction. Donc, est-ce que je me comporte bien parce que j'ai craint la sanction? Je crains la contravention. Je crains l'emprisonnement. Je crains un casier judiciaire pas propre. Donc, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est les différents types de droits. À chaque fois, je dois avoir peur d'être puni sur un plan constitutionnel, pénal, commun, administratif, international. Mais éthique est un petit peu différent. C'est ce qui est juste et pas juste pour vous. Il y a deux grandes approches éthiques. L'approche déontologique, c'est l'approche que vous dites, on en parlera un petit peu plus en détail, mais pour le moment, l'approche déontologique, vous dites, l'éthique est une règle, est un commandement, est quelque chose qu'il faudrait respecter, quitte à avoir telle ou telle conséquence. Or, il y a une autre approche pour l'éthique, l'approche utilitariste, l'approche conséquentielle, qui dit l'éthique est celui qui apporte un maximum d'avantages, un maximum de bénéfices à un maximum de gens. C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez décider sur un acte, si vous voulez être éthique, selon les utilitaristes, dites cet acte aura-t-il une conséquence bénéfique pour un maximum de gens? Si vous répondez par oui, c'est que votre acte est éthique. Sinon, votre acte n'est pas éthique. S'il vous plaît, lisez bien ces quatre questions et répondez sincèrement. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. C'est pour vous connaître, c'est pour vous positionner sur le plan éthique. Commençons par le premier énoncé. Vous répondez oui ou pas. La bonne ou la mauvaise action est déterminée par ses conséquences pour le plus grand nombre de personnes. C'est ce que je viens de vous expliquer. Vous êtes plutôt pour ou contre? L'autre énoncé dit non, c'est l'intention de l'agent qui compte en termes de bien ou de mal. Je n'ai pas à regarder la conséquence. L'acte, en essence, est mauvais ou bon. Et c'est comme ça que je détermine mon éthique. Troisième énoncé, la valeur des choses sont intrinsèques. Par exemple, selon cet adage, nous n'apprécions pas un stylo en raison de son valeur intrinsèque, qualité de stylo, mais c'est pour son utilité extérieure. Donc, pareil pour l'éthique, selon cette approche. Pour vous, c'est oui ou non? Finalement, le dernier énoncé, c'est les valeurs des choses sont intrinsèques, selon cette approche-là, déontologiste. Selon cette approche, nous apprécions la vertu,
la connaissance, le plaisir, par leur propriété intrinsèque, pas pour les conséquences que ces valeurs peuvent apporter d'une manière générale. Répondez sincèrement. Parce que souvent mes étudiants me demandent est-ce que je suis plutôt pour l'approche déontologiste ou l'approche utilitariste, je vous dirai que je répondrai à la fin de ce chapitre. Mais pour le moment, positionnez-vous. Sachez qu'il n'y a pas de bon et de mauvaise réponse, mais connaissez-vous un petit peu à plus. Je reviens rapidement sur ces deux approches parce que nous commencerons après de les étudier un petit peu ensemble. Mais commençons par l'éthique de ce qui est juste ou de ce qui n'est pas juste selon vous. Si vous êtes déontologiste, voilà la question que vous vous posez. Est-ce que ce que je fais, j'aimerais bien que cet acte ou l'essence de cet acte devienne une loi universelle? Par exemple, si je mens, je dis certains mensonges sont éthiques, est-ce que je veux que le mensonge devienne une loi universelle? Si vous dites non, dans ce cas-là, ce n'est pas un acte éthique. Ne mentons pas. C'est l'éthique déontologique. Je ne regarde pas la conséquence, je regarde l'intention, l'acte en elle-même. Vous avez un grand conte qui est derrière cette philosophie, mais par exemple les 10 commandements, on peut dire, étaient dans un certain sens déontologiques, parce que toi ne tue pas, toi ne tueras pas. Donc on ne dit pas que toi ne tueras pas dans tel ou tel contexte. Donc il ne faut pas tuer d'une manière générale. Donc je mettrai de côté les 10 commandements parce que je suis un homme extrêmement laïque. Je préfère rester sur les droits de l'homme, par exemple, et les droits naturels. Vous savez, les droits de l'homme, on dit jamais que oui, c'est vrai, la liberté est bonne, mais vous savez, c'est pour votre culture, pas pour ma culture. Vous dites oui, la discrimination est mauvaise, mais vous savez, c'est pour votre culture, pas ma culture. Non, ça, on ne regarde pas les contextes. C'est une loi universelle. Donc, c'est l'approche éthique. Êtes-vous déontologique? Regardons un petit peu. Je mets l'histoire dans un contexte et on va regarder ensemble ce qu'une approche déontologique va nous donner. OK? Regardons l'histoire. Allez, étudions un cas et étudions l'application de l'approche déontologiste. Vous verrez bien que ce n'est pas toujours évident, mais l'éthique n'est pas toujours évident. Ne croyez pas que je vous dis cela pour éventuellement vous vendre l'approche utilitariste. Non, c'est pour vous dire que l'éthique n'est pas mathématique. L'éthique relève de votre responsabilité, de votre décision. C'est pour ça que nous essayons de fuir souvent cette responsabilité éthique, parce qu'elle est lourde. Regardez bien, écoutez bien cette histoire et on va en parler. Peut-on être toujours déontologiste? Scène 1. Le silence règne dans la salle d'examen. Les étudiants, concentrés, s'affairent à répondre aux questions de l'examen final. Parmi eux, Léa, une jeune femme brillante et studieuse, est en proie à un dilemme moral. À quelques tables d'elle, Théo, son partenaire depuis 2 ans, et Clara et Gabriel, ses amis les plus proches, semblent nerveux. Léa observe et découvre avec effort que son amour et ses amis trichent en utilisant un groupe de discussion sur une messagerie instantanée. Scène 2. Le lendemain,
L'université annonce qu'un cas de tricherie est détecté lors de l'examen. La direction, soupçonnant un étudiant étranger, convoque les étudiants un par un pour les interroger. Scène 3. Le soir venu, Théo, Clara et Gabriel se retrouvent chez Léa. Ils sont confiants que Léa gardera le silence. Théo la menace de rupture si elle révèle la vérité. Scène 4. Léa, submergée par l'émotion, se réfugie dans sa chambre. La question la hante. Peut-on être toujours déontologiste, même lorsque l'amour et l'amitié sont en jeu? Doit-on protéger ses amis et son partenaire, ou doit-elle dire la vérité, au risque de briser des liens importants et de compromettre l'avenir de tous? Vous avez compris. Vous avez une approche déontologiste. Vous êtes dans une situation difficile. Je dois dire la vérité. C'est ce que j'ai vu. Ne condamnez pas cet étudiant international que personne ne connaît chez nous, et je ne connais pas ses amis et ses parents et ses familles. Donc pour moi, c'est un individu seul. Mais la vérité est que il n'est pas le coupable. Mais si je dis la vérité, je perds mon amour, je perds mes amis. Éventuellement, il y a d'autres amis qui sont impliqués dans cette tricherie grâce aux technologies digitales sur le téléphone portable smart. Qu'est-ce que je dois faire? Si je dis rien, je ne verrai plus jamais peut-être cet étudiant international. Je ne le connais même pas. Mais si je dis la vérité, non seulement je perds mon amour, mais je perds mes amis, éventuellement encore d'autres amis qui étaient impliqués, et je les fréquente de près, de loin, dans toute ma carrière. Et donc, si ils ont quelque chose à me reprocher, je serai reproché pour une longue vie, peut-être. Donc, vous voyez, c'est une grande responsabilité. Moi, je n'attends pas de réponse définitive dans l'examen final pour cela, mais dans votre fort intérieur. Vous dites la vérité à la direction de l'école, vous dites que l'étudiant international n'est pas coupable et que vous connaissez les coupables, ou vous gardez la vérité pour vous. Regardez, ça ici, encore une fois, c'est une des conséquences de l'utilisation de la technologie digitale. La technologie digitale facilite la vie et la tricherie, hélas, fait partie de la vie humaine. Certains d'entre vous, vous pouvez dire, mais écoutez, l'approche déontologiste est difficile, je vais être utilitariste. Je regarde les conséquences. J'ai expliqué déjà l'approche déontologiste à votre gauche. Voyons maintenant l'approche téléologique. Téléologique, c'est-à-dire la fin, la conséquence. Très bien. Ok. Cette approche nous dit éthique est l'acte qui fait bénéficier un maximum d'individus. La foule, quoi, le peuple, la majorité. Et si la première approche, le philosophe le plus connu était Emmanuel Kant, là ici, c'est surtout les anglo-saxons. Vous avez Bentham, vous avez Stuart Mill, et parmi les théoriciens contemporains, vous avez Singer, Peter Singer. Très bien. Mais regardons un petit peu comment ça va se passer, parce que vous allez voir que c'est l'éthique, même utilitariste, n'est pas toujours facile. Regardez bien ce qui va se passer dans cette situation-là. C'est toujours Ariane qui va nous raconter cette histoire. Elle ne m'a pas dit, mais peut-être que c'était son expérience personnelle lorsqu'elle était encore étudiante. Écoutez bien ce qu'elle nous raconte. Vous n'imaginez pas l'histoire que je vais vous raconter. Appelons l'histoire. Respecter les règles ou suivre la foule.
Les étudiants d'une grande école décident d'organiser la fête de la désintégration. La direction de l'école leur accorde l'utilisation des locaux pour la fête, à condition qu'aucun alcool ne soit consommé sur place. Pendant la fête, l'atmosphère est festive et animée. Tout se passe bien jusqu'à ce que certains étudiants apportent de l'alcool et commencent à en servir aux autres. Certains invités se réjouissent et acceptent volontiers, mais les organisateurs de la fête réalisent que cela va à l'encontre des règles et des engagements pris avec la direction de l'école. Maintenant, les organisateurs de la fête sont confrontés à un dilemme moral. Doivent-ils suivre la foule et permettre la consommation d'alcool ? Doivent-ils respecter déontologiquement les règles et les engagements qu'ils ont ? Que feriez-vous à leur place ? Si vous êtes dans cette approche utilitariste, vous dites voilà ce que la majorité préfère, la minorité de la direction de l'école n'est même pas au courant, pourquoi je ne ferais pas plaisir à la majorité des gens ? Bénéfice de la joie, ils sont contents, ils ne vont pas se voir, ça va être une soirée inoubliable pour tout le monde et on va rigoler un petit peu ensemble. Qu'est-ce que vous feriez à leur place ? Dire que non, mais écoutez, je me suis engagé, c'est une règle, c'est déontologique. Je vais respecter mon engagement, mon respect. Ça relève de mon honneur. Et si on commence à mentir, si on commence à tromper la direction, est-ce que j'aimerais bien que ça devienne une loi ? Ben, peut-être que la direction va me tromper demain. Peut-être qu'après-demain, le patron qui va me tromper, si ça devient une loi universelle. Mais vous dites, attendez, c'est pas la peine que les autres mentent, ils ne savent pas que j'ai menti. Eh ben, vous n'avez pas tort. Mais je parle d'un problème éthique. Ce n'est pas un problème réglementaire devant le tribunal. Peut-être que devant le tribunal, personne ne peut prouver que vous avez menti. Mais une question éthique est une question personnelle. Ça relève de votre honneur. C'est vous, devant la conscience, devant vous-même. C'est éthique. C'est éthique. C'est pour ça que c'est difficile. Vous pouvez très bien dire, personne n'a compris, la loi ne peut toujours pas m'inculper, donc je fais ça. Ok, ça peut être un calcul, ça peut être une réflexion. Mais là, ici, vous avez fermé les yeux à l'éthique. Encore, regardez bien, chers étudiants, je ne suis pas en train de vous donner des leçons de morale. Loin de moi, je peux partager mon idée avec vous. Mais je vous dis que pour une question éthique, vous ne pouvez jamais dire personne ne m'a vu. Parce que ce n'est pas ça l'éthique. L'éthique, c'est que vous en êtes conscient. Qu'est-ce que votre conscient vous dit ? La loi, je peux comprendre. Vous pouvez dire, ah ben voilà le feu rouge, je passe, personne n'a vu, et c'est bon, ok, c'est la loi, ne vous dit pas. Mais vous allez percuter une personne, il est tard, personne ne vous a vu. Est-ce que vous ramassez la personne ? Est-ce que vous vous en allez ? Puisque personne ne vous a vu, la loi ne peut pas vous inculper. Mais éthiquement, vous ne pouvez pas dire personne n'a vu, parce que éthique est personnelle. C'est vous et vous. D'accord ? C'est dans ce cas-là. Ok, c'est donc, si vous avez bien compris ces deux approches-là, je vais vous donner un autre cas. Maintenant que vous connaissez les deux cas, maintenant que vous connaissez l'approche déontologiste de l'éthique, et vous connaissez également l'approche utilitariste, téléologique de l'éthique, je vais vous présenter un autre cas et je vous demande de réfléchir à ce cas et déjà ça va vous aider de comprendre si vous voulez être éthique ou pas. Je dis c'est pas mes affaires.
Deuxièmement, si vous êtes éthique, est-ce que vous êtes plutôt déontologiste ou utilitariste? Écoutons bien ce cas qui relève, qui présente, qui provoque un grand défi éthique. Très bien. Vous connaissez maintenant les deux grandes approches de l'éthique. Vous avez vos sensibilités. Écoutez bien cette histoire, qui est une histoire assez exceptionnelle, assez rare, assez tragique, je dirais. Et vous voyez les gens qui sont confrontés à une décision éthique. Aidez-les et regardez bien si vous pouvez mieux décider, éthiquement décider, lorsque vous êtes confronté au dilemme de cette histoire. Écoutez bien l'histoire. Dilemme éthique IA, sauver des vies grâce à un donneur inattendu. Dans la salle de réunion du CHU de Paris, un groupe de médecins étudie les cas de 4 patients en attente désespérée d'une greffe d'organes vital. Docteur Irène Durand, 48 ans, scientifique renommée en recherche cardiaque, a besoin d'une greffe de cœur après un infarctus. Karim Ben Ali, 32 ans, bioingénieur et entrepreneur à succès, attend une greffe de poumon après un accident de voiture. Lila Anderson, 27 ans, artiste peintre talentueuse, souffre d'une maladie du foie et attend une greffe pour continuer à vivre. PR. Maria Rodriguez, 62 ans, professeur reconnu pour ses travaux sur l'équité dans le système de santé, attend une greffe de rein. Face à l'urgence, le docteur Nadia Lefebvre, chirurgienne émérite, souligne l'importance vitale des cas de ses patients, tandis que le PR. Jean-Pierre Dupont, éminent immunologue, rappelle la rareté des donneurs compatibles. Intervenant dans le débat, le docteur Marie-Laure Martin, spécialiste en IA médical, insinue une solution inattendue. Luc Bernard, un prisonnier condamné à perpétuité pour viol et meurtre et hospitalisé pour un rhume qui perdure, est diagnostiqué par l'IA avec un cancer incurable. L'IA identifie Luc comme un donneur compatible pour les 4 patients. Un silence torride envahit la pièce. Les médecins se retrouvent confrontés à une décision éthique déchirante. Prendre les organes vitaux de Luc Bernard pour sauver la vie de 4 illustres personnalités utiles pour la société civile, ou respecter sa vie et le laisser partir de sa propre mort naturelle? Que déciderait le robot chirurgien IA? Serait-il programmé pour maximiser le nombre de vies sauvées ou pour respecter les principes éthiques déontologiques? Que feraient nos médecins s'ils étaient utilitaristes? Sauveraient-ils 4 vies en utilisant les organes de Luc Bernard, même sans son consentement? Et s'ils étaient kantiens? Respecteraient-ils l'autonomie de Luc Bernard, même au risque de condamner les 4 patients? Qui doit prendre la décision finale? Les autorités de l'État? Le corps médical? La société civile par référendum? Et vous, que décideriez-vous? Voyez, c'est pas évident dans cette transformation digitale à laquelle nous assistons et dans laquelle nous vivons. De plus en plus, ces technologies intelligentes sont parmi nous. Et donc, face à ces défis énormes auxquels nous sommes confrontés, est-ce que nous devons utiliser ces technologies intelligentes, qui sont beaucoup plus intelligentes que nous, pour prendre des décisions éthiques, ou est-ce qu'il faudrait s'en passer? Ou est-ce qu'après tout, rien n'a changé? Essentiellement, conceptuellement, nous sommes toujours confrontés au même problème. Regardez bien dans ce cas bien précis. Qui doit décider? L'intelligence artificielle a trouvé, bien avant les médecins éminents, présents, que le coupable, M. Luc Bernard,
est atteint d'un cancer incurable. Donc il mourira. L'intelligence artificielle est trouvée avant même les médecins. Mais les médecins ne protestent pas parce qu'ils connaissent l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on va laisser le choix à l'intelligence artificielle? Et si vous faites ça, l'intelligence artificielle, à votre sens, est plutôt utilitariste ou déontologiste? Ou est-ce que l'intelligence artificielle a inventé une autre approche éthique que nous ne connaissons pas, nous, les simples humains? Est-ce que la décision incombe aux médecins? Et est-ce que ces médecins, dans ce cas-là, est-ce que ces médecins sont utilitaristes ou déontologistes? Et s'il y a un déontologiste, un utilitariste, qu'est-ce qui va se passer? Après tout, dans ce cas-là, qu'est-ce qui doit décider? C'est les médecins dans cette organisation de l'hôpital? C'est l'État? C'est la société civile? C'est l'intelligence artificielle qui a collecté les données relatives à la société civile, à l'État, à l'hôpital, aux médecins, au niveau individuel, au niveau organisationnel. Est-ce que vous avez une réponse à cette question-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous allez tuer, le mot est lourd dans ma bouche, Luc Bernard, pour sauver 4 personnes si utiles pour la société, alors que vous savez en tout cas, Luc Bernard va mourir, mais vous pouvez donner vie à 4 personnes. Et si vous faites ça, est-ce que j'aimerais bien que ça devienne une loi, qu'on va tuer parfois des gens qui vont mourir en tout cas, et qui sont nuisibles pour la société, pour sauver des gens qui seraient vivants s'ils sont opérés et qui sont utiles pour la société. Quelle est votre réponse? Très bien, nous sommes arrivés à l'auto-évaluation, chapitre 4, pour voir si nous sommes prêts en vue de passer à la préparation du projet collectif. Est-ce que nous avons compris les concepts et les théories de base? Jetez un coup d'œil et sincèrement, vous vous évaluez. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Sinon, vous passez me voir, je serai plus que ravi d'avoir des échanges à ce propos avec vous. Si vous êtes sûr que vous avez compris les notions et les théories de base, et maintenant c'est le dernier chapitre de votre projet collectif et de votre présentation collective que vous allez préparer. C'est bien évidemment, vous l'avez deviné, l'éthique de la transformation digitale et plus précisément la transformation orientée IA. C'est le dernier chapitre de votre projet collectif. Chaque équipe doit identifier un cas de la transformation digitale qui est confronté à une question éthique énorme. Vous devez trouver cette situation. Ne l'imaginez pas, ne l'inventez pas. Vous devez trouver une telle situation problématique et qui engagerait la responsabilité éthique. On peut être éthique ou pas. Encore une fois, je ne suis pas là ici pour porter un jugement moral. D'accord? Mais qui, très probablement, engagerait la responsabilité éthique. On peut manquer, on peut échapper à sa responsabilité éthique. Donc, je ne suis pas là pour vous donner une leçon morale, mais j'aimerais voir dans ce chapitre une situation réelle qui engagerait la responsabilité éthique. Vous expliquez le dénouement
que les responsables, les acteurs impliqués dans cette situation ont trouvé. Est-ce qu'ils ont trouvé éthiquement une solution ou pas? Si la solution que les acteurs impliqués ont trouvée n'est pas éthique, parlons-en. Vous ne serez pas pénalisé à cause de cela. Encore une fois, ce n'est pas un cours sur la morale. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez, que ça soit bien clair ce qu'on attend voir dans ce chapitre de votre projet collectif. Vous faites part d'une situation problématique qui engagerait la responsabilité éthique, c'est le nouement, et puis après, la deuxième partie de ce chapitre, c'est le dénouement. Vous dites comment on s'est sorti de cette situation problématique. Comme d'habitude, je vous ai mis également d'autres slides pour mieux comprendre cette question. Prenez ce chapitre très au sérieux, tout le module très au sérieux, mais franchement, je pense qu'il y a des bases que je vous donne dans ce chapitre qui vous seraient utiles pendant toute votre carrière professionnelle. Ce film est en anglais, mais c'est un film extrêmement intéressant. Regardez bien, c'est Parlement européen qui a conçu ce film. Extrêmement intéressant. Et ensuite, je vous ai mis différents cas de figure qui engageraient la responsabilité, l'éthique, l'aspect éthique. Jetez un coup d'œil, essayez de discuter un petit peu entre camarades de cela, parce que ça vous permettrait de mieux trouver le cas qui serait pertinent pour votre le dernier chapitre de votre projet collectif. Je vous laisse lire. Cette voiture orientée IA doit percuter quelqu'un. Une dame bien âgée qui a fini de travailler après 40 ans de service loyal, donc qui n'est pas dans l'état comment dirais-je, qui n'est pas impliqué dans l'état, dans le travail, dans la production de la société. Mais elle en a fait pas mal. Et vous avez de l'autre côté un jeune, trop jeune, qui n'est pas dans l'état impliqué dans le travail pour la société. Donc, dans un certain sens, les deux ne travaillent pas. Donc, la question que nous avons vue ensemble dans le cas de la greffe, un criminel qui était nuisible et 4 qui étaient utiles, ne concerne pas ce cas bien précis. Qu'est-ce que la voiture doit faire? Vous avez différents cas de figure. Qui est le responsable? Qui doit définir cette décision? A priori ou a posteriori, éventuellement. Vous avez un autre cas ici, c'est le cas qui risque de percuter 5 personnes, sauf si il y a une personne qui est tombée, vous pouvez faire tomber cette personne devant la voiture autonome pour l'arrêter. Est-ce qu'il y aura une différence entre votre décision et un robot extrêmement intelligent qui serait à votre droite? Je vous ai préparé un quiz pour que la discussion
soit plus riche parmi vous. Mais écoutez, vraiment, n'échappez pas à ce tableau, à ce quiz, à discuter, parce que ça vous prépare très facilement au repérage d'un cas extrêmement intéressant pour le dernier chapitre de votre projet collectif. Je vous laisse lire et répondre et discuter. Vous pouvez arrêter le film pour en parler et discuter entre vous. Vous avez d'autres cas de figure. L'intelligence artificielle n'est pas impliquée. Maintenant, pourquoi je l'intègre quand même, cet exemple, pour votre cas qui est sur la transformation digitale? Tout simplement, j'aimerais savoir si l'intelligence artificielle pourrait être impliquée dans cette situation pour faciliter la décision, pour s'en sortir mieux. Imaginez que je vous dis, ça m'est arrivé cela, intégrez-moi l'intelligence artificielle pour que on ne se met plus dans cette situation problématique. Pareil pour ce cas. Je vous laisse lire. Je vous demande d'inventer un IA, intelligence artificielle, pour éviter une telle situation, pour s'en sortir plus facilement. Qu'est-ce qu'il fera un robot IA? Réfléchissez à cela. Avant le point C, vous pouvez avoir une discussion pour voir ce qui est votre approche utilitariste. Je fais ça pour sauver la vie de plusieurs élèves, ou bien je suis kantien, je suis déontologiste et je ne vais pas terroriser une petite fille, même si ça peut sauver la vie de plusieurs personnes. Je vous demande maintenant d'imaginer un robot IA aller aussi loin que la série Black Mirror, que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Est-ce qu'on peut inventer un robot IA qui nous sortira de cette situation? Allez, mot de fin, l'intelligence artificielle comme tout grand progrès technologique et de la raison, que nous avons commencé à en profiter largement à partir de la modernité, de l'âge des Lumières, peut avoir des aspects négatifs également que vous voyez. Mon mot, c'est que tout progrès, tout bonheur aura son aspect moins bénéfique. Donc la vie est une question de gestion. N'attendez jamais un Messie qui viendrait qu'avec du bonheur, qu'avec des points positifs. La vie est une gestion entre les points positifs, entre les efforts et les conséquences négatives qui pourraient en découler. Vous faites des efforts, vous faites du progrès, mais vous deviendrez fatigué. Donc, est-ce que je vais faire des efforts qui assurent ma promotion jusqu'à ma mort? Ce n'est pas la bonne décision. Je vais me reposer, pas autant qui vous empêcherait de faire des efforts. Quelle est la bonne réponse? Eh bien, c'est la gestion. Vous êtes dans une bonne école pour apprendre ça. Mais l'école, c'est les théories, les concepts, le travail, et après, c'est votre responsabilité. Chers étudiants, nous sommes arrivés à la fin.
c'est le dernier slide du dernier cours de notre dernière séance du module Transformation digitale. Pendant toutes les séances, tout ce cours, tout ce module, je n'ai pas essayé de vous plaire, mais de vous instruire. J'espère que vous n'oublierez pas les enseignements de ce cours. C'est pour cela que je vous ai choisi cette citation du grand Voltaire. Le temps est venu de dire au revoir, mais jamais d'oublier. Au bon vent et à la prochaine.